Il y a des vérités qui dorment pendant des décennies, bien cachées derrière le sourire de ceux qu'on aime le plus, et quand elles se réveillent enfin, c'est souvent trop tard pour poser les bonnes questions. Je m'appelle Henri, j'ai 91 ans, et il y a 3 semaines, en vidant un tiroir que je n'avais pas ouvert depuis la mort de ma femme, j'ai trouvé une lettre pliée en 4 derrière une photographie que j'ai regardée toute ma vie sans jamais comprendre ce qu'elle cachait vraiment. Cette photographie, je la connais par cœur. Elle représente une jeune femme d'environ 25 ans, assise sur un banc de pierre devant une maison que je n'ai jamais vue ailleurs que sur cette image. Elle porte une robe claire à petites fleurs, ses cheveux bruns sont attachés en arrière avec ce qui ressemble à un ruban, et elle regarde l'objectif avec un sourire qui m'a toujours semblé mélancolique sans que je sache pourquoi. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une tristesse douce que je n'arrivais pas à expliquer quand j'étais enfant. Quand je demandais qui c'était, ma mère me répondait toujours la même chose avec cette façon qu'elle avait de clore les conversations. C'était une cousine éloignée qui est morte jeune. On ne parle plus d'elle. C'est trop triste. Et moi, comme tous les enfants qui font confiance aux adultes, j'ai accepté cette réponse et je n'ai plus jamais posé de questions. J'ai grandi dans un petit village près de Limoges, dans une maison de pierre où l'on ne parlait pas beaucoup du passé. C'était une maison modeste avec un toit de tuiles rouges et un jardin potager à l'arrière où ma mère passait des heures à cultiver ses légumes. Mes parents étaient des gens simples et travailleurs. Mon père était menuisier et il partait chaque matin avec sa boîte à outils pour aller travailler dans les fermes et les maisons des environs. Ma mère s'occupait de la maison, du potager, des poules que nous avions dans la cour, et de moi bien sûr, son fils unique qu'elle couvait peut-être un peu trop selon les voisines. J'avais une enfance normale, ou du moins c'est ce que je croyais, avec des étés qui n'en finissaient pas où je courais dans les champs avec les autres gamins du village, et des hivers où l'on se serrait autour du poêle pour écouter la radio en mangeant la soupe que ma mère préparait chaque soir. Je n'ai jamais manqué de rien d'essentiel, même si nous n'étions pas riches, et mes parents m'aimaient à leur manière, avec cette pudeur qu'avaient les gens de cette génération, sans grande démonstration d'affection mais avec une présence constante et rassurante. Mon père m'a appris à travailler le bois, à respecter les outils et à faire les choses correctement du premier coup. Ma mère m'a appris à lire avant même que j'entre à l'école. Elle était fière de mon intelligence et elle rêvait que je fasse des études pour ne pas avoir à travailler de mes mains comme eux. La photographie de la jeune femme était rangée dans le secrétaire de ma mère, un vieux meuble en noyer qu'elle avait hérité de sa propre mère, avec plein de petits tiroirs et de compartiments secrets que j'adorais explorer quand j'étais petit. Elle ne l'avait jamais accroché au mur ni posé sur un meuble comme on fait avec les photos de familles importantes, mais elle ne l'avait pas non plus jeté ou caché dans un endroit inaccessible. Elle était juste là, parmi d'autres papiers et souvenirs, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un, comme si elle avait un rôle à jouer que je ne comprenais pas encore. Quand ma mère est morte en 1983, mon père l'ayant précédée de quelques années, j'ai hérité de ce secrétaire et je l'ai installé dans notre maison, celle où j'ai vécu avec Madeleine pendant 52 ans de bonheur tranquille. Ma femme connaissait cette photographie. Elle l'avait vue plusieurs fois quand nous rangions des documents ou que nous cherchions quelque chose dans les tiroirs, mais elle non plus n'y prêtait pas vraiment attention. C'était juste une vieille photo d'une époque révolue, une cousine morte avant notre naissance, rien qui nous concernait directement, rien qui méritait qu'on s'y attarde. Je dois vous dire quelque chose pour que vous compreniez ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Madeleine est partie il y a 8 mois, après une longue maladie que nous avons affrontée ensemble comme nous avions affronté tout le reste de notre vie commune. 52 ans de mariage, 4 enfants, 11 petits-enfants, et maintenant je suis seul dans cette maison devenue trop grande, avec des pièces où je n'entre plus parce qu'elles me rappellent trop celle qui n'est plus là. Mes enfants passent me voir régulièrement. Ils s'inquiètent de savoir si je mange correctement et si je ne suis pas trop triste. Ils voudraient que j'aille vivre chez l'un d'entre eux ou dans une résidence,
mais je ne suis pas encore prêt à quitter ces murs où chaque recoin contient un souvenir de celle avec qui j'ai partagé plus d'un demi-siècle. C'est ma fille aînée, Françoise, qui m'a convaincu de commencer à trier certaines affaires, pas pour déménager tout de suite, mais pour simplifier les choses, comme elle dit, pour mettre de l'ordre avant que ce soit trop compliqué. Elle a raison, bien sûr, même si c'est difficile d'ouvrir des tiroirs où l'on sait qu'on va trouver des traces de tous ceux qui sont partis avant nous. Alors, il y a 3 semaines, par une après-midi de pluie où la maison était particulièrement silencieuse, j'ai décidé de commencer par le secrétaire de ma mère. J'ai trouvé des lettres jaunies par le temps, des factures datant des années 50 soigneusement conservées sans raison apparente, des cartes postales de gens dont je ne me souvenais plus, des coupures de journaux dont je ne comprenais pas pourquoi elles avaient été gardées. Et puis, dans un des petits compartiments du fond, celui qui avait un mécanisme un peu compliqué qu'il fallait connaître pour l'ouvrir, j'ai retrouvé la photographie de cette femme mystérieuse. Je l'ai prise dans mes mains comme je l'avais fait des dizaines de fois au cours de ma vie, et je me suis dit que j'allais peut-être la jeter. Après tout, personne ne savait plus qui elle était et à quoi bon garder l'image d'une inconnue. Mais quelque chose m'a poussé à regarder de plus près, peut-être cette curiosité que l'on développe quand on sait qu'il nous reste moins de temps devant nous que derrière. J'ai retourné la photographie et j'ai remarqué que le carton de protection à l'arrière était légèrement décollé, comme si quelqu'un l'avait ouvert et refermé plusieurs fois au fil des années. J'ai glissé mon ongle dessous et j'ai tiré doucement, et c'est là que je l'ai trouvée, cette lettre pliée en 4 qui avait attendu toute une vie que quelqu'un la découvre. L'enveloppe n'était pas cachetée, elle portait un nom et une adresse que je connaissais bien puisque c'était celle de la maison de mon enfance, et elle était datée du 15 septembre 1951. J'avais donc à peine 18 ans quand cette lettre avait été écrite, et pourtant je ne l'avais jamais vue. L'écriture sur l'enveloppe était fine et régulière, une écriture de femme formée dans les écoles d'avant-guerre. Mais ce qui m'a fait m'asseoir immédiatement, parce que mes jambes ne me portaient plus, c'était ce qui était écrit en haut à gauche de l'enveloppe. Il y avait juste un prénom, Marguerite, et dessous ces mots qui ont changé ma vie, votre sœur. Ma mère n'avait pas de sœur. C'est ce qu'on m'avait toujours dit, ce que j'avais toujours cru, ce qui figurait dans les récits de famille qu'on m'avait racontés depuis l'enfance. Ma mère était fille unique, née en 1905 dans une famille de paysans du Limousin, et elle avait rencontré mon père au bal du village quand elle avait 20 ans. C'était l'histoire officielle, celle que tout le monde connaissait, celle qui n'avait jamais été remise en question. J'ai sorti la lettre de l'enveloppe avec des mains qui tremblaient, et je l'ai lue une première fois sans vraiment comprendre ce que je lisais, comme si les mots refusaient de former un sens cohérent dans mon esprit. Puis je l'ai relue une deuxième fois, puis une troisième, et à chaque lecture la réalité devenait plus nette et plus douloureuse. Marguerite écrivait à ma mère pour lui demander des nouvelles de l'enfant, de son enfant, de moi. Elle parlait de la décision qu'elles avaient prise ensemble en 1933, quand elle était tombée enceinte sans être mariée et que la honte aurait détruit toute la famille si la vérité s'était sue. Elle rappelait à ma mère qu'elle lui avait confié ce qu'elle avait de plus précieux au monde en échange de la promesse qu'il serait aimé et protégé, et elle demandait si cette promesse avait été tenue. Elle disait qu'elle pensait à moi tous les jours depuis 18 ans, qu'elle avait respecté leur accord de ne jamais me contacter directement, mais que maintenant que j'étais devenu un homme, elle espérait que peut-être, un jour, on pourrait lui permettre de me rencontrer, ne serait-ce qu'une fois, ne serait-ce qu'une heure, pour voir de ses propres yeux ce qu'était devenu son fils. Vous comprenez ce que je vous dis. Ceux que j'ai appelés mes parents pendant toute ma vie, ceux que j'ai aimés et pleuré quand ils sont partis, n'étaient pas mes parents. Ils étaient mon oncle et ma tante, la sœur de ma vraie mère et son mari. Et la femme sur la photographie, cette cousine éloignée morte jeune dont on ne parlait jamais, était ma mère, ma vraie mère, celle qui m'avait porté pendant 9 mois et qui avait dû me donner à d'autres parce que la société de l'époque ne lui laissait pas le choix.
J'ai passé les heures qui ont suivi dans un état second, assis dans mon fauteuil avec cette lettre entre les mains, incapable de bouger ou de penser clairement. Je regardais les murs de cette maison, je regardais les photos de nos enfants et de nos petits-enfants, et je me demandais qui j'étais vraiment. C'est une sensation très étrange de réaliser à 91 ans que l'on ne connaît pas sa propre histoire, que les fondations même de notre identité sont différentes de ce qu'on avait toujours cru. Les jours suivants, j'ai essayé de rassembler les pièces du puzzle avec les moyens dont je disposais. J'ai relu la lettre plus attentivement, j'ai fouillé dans les autres documents du secrétaire, j'ai cherché dans mes souvenirs d'enfance des détails qui auraient pu me mettre sur la piste. Et petit à petit, des choses qui m'avaient paru anodines pendant des décennies ont commencé à prendre un sens nouveau. Je me suis souvenu de cette femme qui était venue à la maison quand j'avais peut-être 6 ou 7 ans, une femme que je n'avais jamais revue par la suite et dont je n'avais gardé qu'un souvenir très flou. Elle était restée dans la cuisine avec ma mère pendant longtemps, elle parlait à voix basse, et quand elles étaient sorties, j'avais vu que ma mère avait les yeux rouges comme si elle avait pleuré. La femme m'avait regardé longuement avant de partir. Elle s'était accroupie devant moi et m'avait caressé les cheveux avec une tendresse qui m'avait surpris venant d'une inconnue, et ses yeux brillaient d'une façon que je n'ai comprise que 75 ans plus tard. Maintenant je sais, c'était Marguerite, c'était ma mère qui venait probablement me voir en cachette, qui avait négocié avec sa sœur le droit de me regarder grandir de loin, comme on regarde par la fenêtre une vie qui aurait pu être la nôtre. Je me suis souvenu aussi de certaines remarques de ma grand-mère, des phrases sibyllines qu'elle lâchait parfois quand elle pensait que je ne faisais pas attention. Elle disait des choses comme le petit a les yeux de l'autre, ou bien c'est un miracle qu'il soit si bien venu après tout ce qui s'est passé. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire et quand je demandais des explications, on changeait de sujet avec une hâte qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille si j'avais été moins naïf. J'ai parlé à mes enfants de ce que j'avais découvert, pas tout de suite parce qu'il m'a fallu du temps pour trouver les mots, mais au bout d'une semaine environ, quand Françoise est venue me voir et qu'elle a trouvé son vieux père avec cette lettre à la main et les yeux dans le vague. Elle a lu la lettre, puis elle a appelé ses frères et sœurs, et nous avons passé une soirée ensemble à essayer de comprendre ce que tout cela signifiait. Mes enfants ont été merveilleux, ils m'ont entouré et dit que ça ne changeait rien à l'amour qu'ils avaient pour moi. Et c'est vrai, bien sûr, mais en même temps ça change tout, parce que je ne sais plus très bien qui je suis quand je me regarde dans le miroir. Mon fils cadet, Thomas, est celui de la famille qui s'y connaît le mieux en recherche généalogique. Il a proposé de faire des investigations pour essayer de retrouver la trace de Marguerite, pour savoir ce qu'elle était devenue après avoir écrit cette lettre. J'ai hésité pendant plusieurs jours parce que j'avais peur de ce qu'on pourrait découvrir, mais finalement j'ai accepté parce que je me suis dit que je n'avais plus le temps d'avoir peur. Les résultats sont arrivés la semaine dernière, et c'est là que l'histoire devient encore plus difficile à raconter. Marguerite, ma mère biologique, n'est pas morte jeune comme on me l'avait fait croire. Elle a vécu jusqu'en 1987, elle avait donc 82 ans quand elle est partie, et elle a passé toute sa vie dans un village à une cinquantaine de kilomètres de celui où j'ai grandi. Elle ne s'est jamais mariée, elle n'a jamais eu d'autres enfants, elle a travaillé comme institutrice pendant 40 ans dans la même école, et elle est morte seule dans une maison de retraite. Thomas a retrouvé sa tombe dans un petit cimetière de campagne, avec une pierre toute simple où il n'y a que son nom et ses dates, rien d'autre, pas même une photo. Vous comprenez ce que ça veut dire. Pendant plus de 50 ans, ma mère a vécu à 50 kilomètres de moi et je ne l'ai jamais su. Pendant toutes ces années où je croyais qu'elle était morte, où je la plaignais d'avoir eu une vie si courte, elle était là, quelque part, elle pensait probablement à moi, elle se demandait peut-être si j'étais heureux, si j'avais fait quelque chose de bien de ma vie. Et moi je ne savais rien, je vivais tranquillement avec ma femme et mes enfants, je célébrais les anniversaires et les fêtes de famille, et jamais il ne m'est venu à l'esprit que quelqu'un manquait à ces réunions.
Ma femme Madeleine est morte sans jamais savoir que ceux que je considérais comme mes parents ne l'étaient pas vraiment. J'y pense souvent, je me demande si ça aurait changé quelque chose entre nous. Je pense que non. Madeleine m'aimait pour ce que j'étais et non pour d'où je venais, mais j'aurais aimé pouvoir lui en parler. J'aurais aimé qu'elle soit là pour m'aider à traverser cette épreuve comme elle m'avait aidé à traverser toutes les autres. Son absence me pèse encore plus depuis cette découverte, parce que c'est elle qui aurait su trouver les mots justes. Mes parents ont reçu la lettre de Marguerite en 1951 et ils ne m'en ont jamais parlé. Je ne sais pas s'ils lui ont répondu, je ne sais pas s'il y a eu d'autres lettres interceptées de la même façon. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont choisi de maintenir le mensonge, de me laisser croire que j'étais leur fils biologique, de m'empêcher de connaître la femme qui m'avait donné la vie. Et quand ils sont morts, en portant leur secret dans la tombe, ils ne m'ont laissé aucune explication. J'ai passé beaucoup de temps ces derniers jours à essayer de me mettre à leur place, de comprendre leurs raisons. Ils vivaient à une époque différente, où avoir un enfant hors mariage était une honte terrible. Ils avaient probablement promis à Marguerite de m'élever comme leur propre fils, de me protéger du scandale. Et peut-être qu'ils ont pensé sincèrement que le mensonge était la meilleure solution, que la vérité m'aurait fait plus de mal. Je veux croire qu'ils m'aimaient vraiment, que leur décision était motivée par l'amour. Mais en même temps, je n'arrive pas à leur pardonner complètement, et cette colère que je ressens me fait honte parce qu'on ne devrait pas être en colère contre des gens qui sont morts depuis 40 ans. Ils m'ont privé de ma mère, pas seulement à ma naissance, mais pendant toutes les années qui ont suivi, quand elle était vivante et qu'elle aurait pu faire partie de ma vie. J'aurais pu la connaître, j'aurais pu lui poser des questions sur mon père biologique dont je ne sais toujours rien, j'aurais pu lui présenter mes enfants qui étaient aussi ses petits-enfants. Toutes ces rencontres qui n'ont jamais eu lieu, toutes ces conversations que nous n'avons jamais eues, tout cet amour qui n'a pas pu s'exprimer parce que quelqu'un a décidé que le secret était plus important que la vérité. Il y a une semaine, Thomas m'a emmené au cimetière où est enterrée Marguerite. C'était un long trajet en voiture, nous n'avons presque pas parlé pendant le chemin, chacun perdu dans ses pensées. Quand nous sommes arrivés devant cette petite tombe modeste au milieu de centaines d'autres, je suis resté longtemps immobile sans savoir quoi faire ni quoi dire. Thomas s'était éloigné pour me laisser seul, et j'étais là, un vieil homme de 91 ans debout devant la tombe de sa mère qu'il n'avait jamais connue. J'ai fini par m'asseoir sur un banc de pierre qui était à côté et j'ai parlé à Marguerite, pas à voix haute mais dans ma tête, en formulant les mots comme si elle pouvait les entendre. Je lui ai dit que je ne lui en voulais pas d'avoir dû me donner à sa sœur, que je comprenais qu'elle n'avait pas eu le choix, que c'était une époque cruelle pour les femmes qui avaient le malheur d'aimer le mauvais homme au mauvais moment. Je lui ai dit que j'avais eu une belle vie malgré tout, que j'avais trouvé l'amour avec Madeleine, que j'avais des enfants et des petits-enfants qui sont des gens bien, que son sacrifice n'avait pas été vain. Et je lui ai demandé pardon, pardon de ne pas avoir cherché plus tôt, pardon d'avoir vécu ma vie entière sans jamais penser à elle. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec un sentiment étrange, un mélange de tristesse et de paix que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La vérité était enfin sortie, même si elle était arrivée 40 ans trop tard pour changer quoi que ce soit. Marguerite était morte sans avoir revu son fils, sans avoir su ce qu'il était devenu, sans avoir pu lui dire toutes ces choses qu'une mère veut dire à son enfant. Mais au moins maintenant je savais qu'elle avait existé, qu'elle avait pensé à moi, qu'elle m'avait aimé de loin pendant toutes ces années. Depuis ce jour au cimetière, j'ai beaucoup réfléchi à ce que cette histoire signifie. Mes enfants ont décidé qu'ils voulaient en savoir plus sur Marguerite, comprendre qui elle était vraiment. Thomas continue ses recherches. Il a trouvé des anciens élèves de l'école où elle enseignait qui se souviennent d'elle comme d'une femme douce et patiente, une institutrice qui avait un don pour expliquer les choses difficiles. Je regarde cette photographie différemment maintenant. Je vois le visage de ma mère et non plus celui d'une inconnue,
et je lui parle parfois le soir quand je suis seul. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai compris ces dernières semaines, quelque chose d'important que je voudrais partager avec vous. Nous pensons que nous connaissons notre histoire, que nous savons d'où nous venons, mais la vérité c'est que chaque famille porte des secrets que personne n'ose révéler. Ceux qui les gardent pensent nous protéger, mais ce faisant, ils nous privent de quelque chose d'essentiel, le droit de connaître notre propre vie. Le mensonge, même quand il part d'une bonne intention, finit toujours par faire plus de mal que la vérité, parce que la vérité au moins nous laisse la possibilité de comprendre et de pardonner. Si vous avez des secrets dans votre famille, des choses que vous n'avez jamais dites à vos enfants ou à vos proches, pensez à ce que j'ai vécu. Pensez à ce vieil homme de 91 ans qui découvre dans un tiroir poussiéreux que toute sa vie repose sur un mensonge, qui comprend enfin pourquoi une femme inconnue lui a caressé les cheveux quand il avait 7 ans. Et demandez-vous si les secrets que vous gardez valent vraiment la peine d'être gardés. La prochaine fois que vous regarderez une vieille photographie dans un tiroir de famille, prenez le temps de la retourner, de regarder derrière le cadre, de chercher ce qui pourrait être caché. Parce que parfois, la vérité la plus importante de notre vie nous attend dans les endroits où personne ne pense à regarder.